Gare du Charolais, à côté de la gare de Lyon à Paris, il est un peu plus de 7h30 du matin. Il fait, vous voyez, assez froid, ce qui vous explique aussi les conditions de travail dans lesquelles travaillent les gens de la Poste ici. Et nous sommes dans un endroit qui appartient à la SNCF, mais qui est commun avec la Poste, parce que derrière moi, vous le découvrez, il y a ce qu'on appelle 2 TGV postaux. Il est un peu plus de 7h30 du matin, ils viennent d'arriver, et ils sont en cours de déchargement, ce qui vous explique eh bien, le balai des chariots. On y reviendra tout à l'heure dans ce DVD. Alors pourquoi nous sommes ici? Parce que c'est un décor insolite, mais également parce que ça symbolise pour nous le renouveau du fret, et oui, du transport des marchandises par le chemin de fer. Et vous savez que le Grenelle de l'environnement a mis l'accent précisément pour le développement du fret, et on s'en réjouit, du fret à la SNCF. Et donc, les TGV jaunes, les TGV Poste, pas ceux les pièces jaunes, hein, bien sûr, eh bien, ont marqué en quelque sorte un tournant dans une politique de la Poste. Et oui, vous savez que pour acheminer le courrier sur de longues distances, eh bien, on avait développé, vestiges du passé, des temps héroïques, ce qu'on appelait la postale, les avions, des avions qui transportaient du fret postal sur donc de longues distances. Et puis, avec l'avènement du TGV sur Paris-Lyon, eh bien l'idée s'est faite de dire pourquoi utiliser un avion sur Paris-Lyon et sur Paris-Marseille? Eh bien, autant utiliser le TGV. Et c'est ainsi que sont nées les rames TGV Poste que vous connaissez maintenant et qui, fort heureusement, sont appelées à se développer. Donc, ce numéro est consacré non pas au TGV Poste, mais est consacré plus généralement à ce qu'on a appelé la messagerie. On regrette un peu qu'elle ait disparu, parce que vous vous souvenez, dans les trains de voyageurs, il y avait toujours le fourgon poste, et puis il y avait le fourgon dans lequel on mettait les colis. Bon, hélas, tout ceci a disparu, et malheureusement est souvent parti sur la route. Donc, ce DVD est consacré aux trains et aux colis. Dans ce numéro, un film et 4 bonus. Le film, un colis vous parle. Et oui, c'est un peu notre séquence rétro en noir et blanc, vous allez le voir, mais c'est même très sympathique. C'est un colis qui raconte à ses autres colis tous les malheurs qu'il peut connaître au cours de la manutention. 4 bonus. Premier bonus, c'est la nuit a été calme. Autrement dit, la vie à l'intérieur de ce qu'on appelle la CERNAM, c'est-à-dire le service à domicile de transport et de livraison des colis. Deuxième bonus, comment ça marche? Là, il est derrière moi, on va le visiter, c'est le TGV Poste. Troisième bonus, des idées et des hommes, des idées nouvelles, le laboratoire de test des emballages. Et oui, il existait un laboratoire d'essai où on testait les emballages destinés à envelopper les colis qui seront transportés par le fret SNCF. Et enfin, un métier, un homme, et quel métier? D'ailleurs, vous le voyez ici derrière moi, eh bien, ça s'appelle Jeu dangereux. C'est le métier de conducteur des petits chariots de transport. Et alors, vous allez voir, c'est tout de même un document, c'est vraiment un clin d'œil, parce que le commentaire a été fait par un très grand de la télévision qu'on salue, n'est-ce pas, mon cher Léon? À vous, les studios, et oui, c'était Léon Zitrone. Allez, bon fret. quelque part en France. Quel peut bien être ce garçon sympathique
qui admire d'un regard satisfait sa petite propriété. Est-ce un gars de Marseille, de Lille, de Strasbourg, ou bien Jean Durand de Paris? Qu'importe, c'est un cheminot de chez nous. Soigneux en tout cas. Et il a raison. Son vélo, c'est son bien. Et comme tout est si cher aujourd'hui... Et mignonne, sa jeune femme. Et sûrement soigneuse, elle aussi. Diable, jusqu'au fiston qui s'y met. Et le Benjamin qui ne veut pas être en reste. Oh là là, ça y est. Quel malheur, une si belle cuisinière. Chut, si papa savait ça, sauvons-nous et cours après moi que je t'attrape. Oh mon Dieu, le poste. Pan! Il fallait s'y attendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche. Rien, heureusement. Mais quelle émotion. Intéressant, ce vélo, n'est-ce pas? Sauf qu'il peut. Pas de veine aujourd'hui. Une vraie série noire. Oh, on vous a vu. Vous ne perdez rien pour attendre. Tiens, voilà notre cheminot au travail. Consciencieux et sérieux comme nous le connaissons, nous sommes sûrs qu'il apporte un soin tout particulier. Oh, pardon. N'est rien. Oh non, alors là, vraiment, il ne fait tout de même pas exprès. Le poste de TSF. Oh, un regard indifférent, c'est tout? Et cette caisse, trop lourde pour lui seul, qui vient de heurter durement le sol. Et qu'il s'obstine à traîner au risque de la disloquer. C'est incroyable. Un garçon si méticuleux chez lui. Tiens, encore une affiche de Monsieur Colli. Oui? Qu'est-ce qu'il peut bien nous raconter aujourd'hui, celui-là? Oh, j'en sais rien. Monsieur Colli vous parle. Ah, tu te rends compte d'une existence pour les cheminots, si tous les colis se mettaient à discuter le coup? Après tout, si vraiment il existait, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous dire, ce Monsieur Colli? Monsieur Colli? Monsieur Colli, dites-vous? Mais c'est moi! Là vous étonne, n'est-ce pas? Oui, mais je ne suis pas un simple colis, moi. Non, non, non. Non, je suis Monsieur Colli. Et puis je parle, moi. Je crie, moi, hein? Ah, mais... Quoi? Auriez-vous peur, jeune homme? Allons donc. Ah, oui, ma petite chute de tout à l'heure. Mais non, je ne vous en veux pas, voyons. Je sais bien que vous n'avez pas fait exprès, quoi. Inattention, maladresse passagère, hein? Non, croyez-moi, c'est un ami qui vous parle. Car nous devons être des amis. Grâce à vous, nous circulons. Et grâce à nous, vos caisses s'emplissent. Nous payons notre voyage comme les voyageurs ordinaires, mais nous voulons être bien traités. N'oubliez pas que c'est nous qui assurons votre salaire. Parmi les cheminots, seuls les employés des réclamations nous déplaisent. Ah, ceux-là!
Comme si leur billet de 1000 pouvait effacer nos souffrances, nos mutilations, notre mort même, et nous remplacer auprès de ceux qui nous attendent. Et le client mécontent jure devant Monsieur de l'Oseille, qui paie les dégâts, qu'on ne l'y prendra plus. C'est une véritable machine à billets. Il paie encore, il paie toujours. Réclamation, réclamation. Il paie à bureau ouvert. Ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent, mais nous, leurs colis qu'ils attendent avec impatience. Au fond, que manque-t-il pour que tout soit parfait? Rien, ou presque. Que vous pensiez toujours, vous, cheminots, que nous autres colis, nous sommes votre propriété tant que nous restons avec vous et que vous nous traitiez en conséquence. Quelle magnifique réalisation et quel progrès ce serait là. Savez-vous que pour nous, un voyage en chemin de fer est un événement sensationnel? On nous sort de sombres entrepôts. Nous faisons connaissance avec le grand air, le soleil, la vie enfin. C'est avec une certaine émotion que tout à coup, nous nous sentons quelqu'un. On nous a préparé un état civil. Des papiers comme à vous, les hommes. Il n'y manque que la photo et les empreintes. Cela viendra peut-être, qui sait. Après avoir vérifié nos adresses, titres et qualités, on nous examine. On nous ausculte même, afin de savoir si notre constitution interne est capable de supporter le voyage. Et puis, c'est la pesée. Ici, on accepte que les colis en règle est bien portant. En voyage, le voisinage de malades ou de fraudeurs n'a rien d'agréable. À propos de fraudeurs, on nous évite parfois d'être les complices involontaires de petites histoires regrettables et qu'il faut à tout prix éviter. Alors, pesez-nous. Ah ah, ici, il manque 1 kilo. Oh, pour 1 kilo. Non, 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 il n'y a pas de pour 1 kilo, ni en plus, ni en moins. Et comme disait à chaque voyage un de mes vieux oncles, Arthur Tonneau, le poids, c'est le poids. Et les bons comptes font les bons amis. Il y en a parmi nous qui ne craignent pas de se présenter en piteuses conditions. Voyager dans un état pareil tout suintant n'est pas raisonnable. Attention au choc, c'est un malade. On a diagnostiqué coulage, ce qui sera porté sur son identité par le client ou en sa présence. Et comme disait ma grand-mère Sidonikès, grosse convoyeuse de fromage, un objet avarié, c'est un objet avarié. Et Dieu sait si cette brave femme s'y connaissait en avarie. Vous pensez, avec son chargement souvent d'humeur vagabonde? D'autres arrivent comme ça, en tenue négligée, amenés par un client un peu je m'en foutiste, ou peu habitué à l'habillage d'un colis. Non, non monsieur, nous n'acceptons pas les clochards. Alors, attention au mauvais emballage. Heureusement que le caporal d'habillement est là. En un tournement, il a donné au pauvre colis désemparé une tenue décente et solide, sans laquelle il risquait d'arriver tout nu ou mutilé à destination. Tout le monde, évidemment, ne peut pas sortir de chez le maître tailleur. Certains privilégiés ont leur coupeur particulier. Mais oui, parfaitement.
douillettement installés dans du sur-mesure, bien calés et aérés, mes frères colis, même les fragiles, les délicats et les précieux, ne redoutent plus les longs parcours et les nombreux transbordements qu'ils ont parfois à subir. Travaillons ensemble, oui, et souhaitons que cet usage se généralise afin de réduire vos soucis et les nôtres par la même occasion. Qu'est-ce qui se passe? On paie encore? Ah non, c'est l'histoire du petit fût en coulage. Eh oui, monsieur, c'est regrettable, mais nous ne pouvons vous dédommager. C'était signalé au départ, voyez vous-même. Et ce bon monsieur de l'oseille, pour une fois sympathique et épanoui, de ranger ses billets, dont il avait fait son deuil. Braves cheminots que ceux-là, qui ne nous acceptent qu'avec toutes les conditions requises et qui évitent ainsi la fuite de quelques beaux billets de banque. Puis, c'est l'instant solennel de la signature. Quel honneur pour nous lorsque nous sommes admis. Cette modeste signature, ce n'est pas seulement celle de Durand ou de Dupont, c'est toute la SNCF qui l'appuie, cette immense maison avec ses gares, ses dépôts, ses trains et toutes ses installations. C'est tout cela qu'engage ce visa en apparence simple, qui coûte si peu et si cher à la fois. Pourquoi faut-il que certains d'entre nous soient accueillis avec tant de dédain? Oh, je dois le dire, bien rarement. Le reconnaisseur négligent se contente de jeter un coup d'œil distrait sur nos papiers et d'accepter n'importe quel candidat au voyage. Oh, par contre, il n'est pas regardant pour apposer son paraphe d'un geste devenu machinal. Du bon travail de série. Tout ceci, bien entendu, sans vérifier qui nous sommes et quelle est notre destination. Ce diable d'homme ne se doute sûrement pas que sa carence est la cause de conséquences toujours regrettables, inattendues et parfois cocasses. Évidemment, un pressoir chez un percepteur, c'est un peu forcé. Et il est vrai que... Heureusement, il s'agit de cas exceptionnels, car rien ne facilite davantage la fuite des billets. Et l'accumulation des dossiers, au grand désespoir de monsieur de l'oseille. Dûment cataloguée, notre course aventureuse commence. Pour certains d'entre nous, en isolé, c'est souvent de tourpeau. À moins de tomber sur un distrait. Hein? Donc, après avoir été admis à voyager, on nous parque dans d'immenses halles, véritables salles d'attente, où chacun fait connaissance avec ses futurs compagnons de route. Il y a là tous les représentants de la race des colis, soigneusement étiquetés, afin d'extérioriser le caractère de chacun. Que c'est agréable et touchant de tomber sur des gens qui nous comprennent, en ayant pour nous des attentions toutes paternelles. Il est toujours agréable de voir de jolies choses, et ce n'est pas parce qu'on est cheminot qu'on doit être insensible au charme féminin. Mais tout de même... Ah, c'est distrait. Se doute-t-il qu'ils sont pour une bonne part à l'origine de nos malheurs? Tenez, sur le quai, là, en voilà un. Hep! Eh ben, mon vieux, votre caisse, elle descend dessus-dessous. La tête en bas, même pour un colis, ça n'est pas fameux. Il y en a qui en meurent, vidés de leur substance. Pour un voyageur, croyez-vous que ce soit une situation agréable? Rétablissons la position normale, cela vaudra mieux pour lui. Et pour nous aussi. Ainsi, n'est-ce pas mieux? Si, alors tout va bien. Quand on tombe sur un présomptueux, c'est autre chose.
150 kilos ne lui font pas peur, bien sûr, mais ça fait mal au colis. N'oubliez pas que nous sommes le plus souvent de constitution fragile et qu'il nous est très désagréable de nous prêter à des prises de catch. Réellement très désagréable. Parfois, c'est en groupe que nous allons vers les wagons, avec des amours de petits tracteurs. C'est très amusant. Cela donne à la halle des airs de fête foraine, avec les tapis roulants qui nous emportent lentement, et les chariots à moteur qui serpentent adroitement dans un bruit de teuf-teuf. Ces paisibles attractions nous suffisent et nous enchantent, car nous redoutons toutes les émotions fortes que vous semblez particulièrement apprécier. Malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et certains novices pensent au début du voyage, eh ben, si c'est ça le chemin de fer, ça commence bien. Ah, et puis il y a les conducteurs distraits et qui sèment souvent la ruine autour d'eux. Et ceux qui se prennent pour des as du volant, nous vidant proprement et filant droit à la catastrophe. Résultat, mécontentement. Et mécontentement engendre réclamation, indemnité, remboursement et aussi, quelquefois, abandon du chemin de fer pour d'autres moyens de transport. Payer, toujours payer. Il faut de l'argent. Horreur! Le coffre est vide. Ou presque. Et maintenant, en voiture, c'est-à-dire en wagon. Pourquoi faut-il que pour certains, le beau voyage débute si mal? Un clou dans le plancher, éventration caractérisée. Un clou dans la paroi, accro au pantalon. Et c'est suite à la maison. À noter que tous ces malheurs auraient pu être facilement évités. Mais voilà, il fallait le faire. Bon, fermons la parenthèse et revenons à nos wagons. Pour nous, modestes colis, pas de place louée. Pour se caser, c'est la loterie. Beaucoup de gagnants d'ailleurs. Les fragiles, ceux qu'on enrobe de matelas anti-choc. Les faibles, qu'on préserve d'un voisinage dangereux pour leur petite constitution. Et ceux qu'on maintient en place parce qu'ils ont l'humeur vagabonde. Il y en a même, de santé fragile comme les fleurs, qui doivent voyager couchés. Mais dans cette loterie de l'aventure, il y a aussi des perdants, les malheureux, les pas vernis, ceux dont on a négligé de respecter les conditions physiques. La petite nature entre les menaçants. Le délicat auprès du rustre malpropre. Le mignon entre les forts. Heureusement que cela n'arrive pas souvent et que la plupart du temps, nous partons confiants pour notre voyage. Et c'est le grand départ. Le mécanicien est un peu nerveux. Une secousse, il est vrai que si les attelages étaient mieux serrés. Mais cela n'est rien. Et il ne reste que l'agréable sensation d'un départ vers des horizons nouveaux. Tenez, en venant ici, je me suis trouvé auprès d'une charmante baignoire, toute neuve, toute pimpante. Elle me raconta son histoire. Elle me décrivit son usine natale, la peine des hommes, vos frères, pour la tirer du néant. La fonderie, où le feu et la chaleur règnent en tyran. Le cubilot crachant des paillettes d'or et laissant couler le métal éblouissant. La coulée de la fonte dans le moule. Puis sa naissance, le démoulage.
Et sa première toilette, le sablage. Enfin, l'épreuve du feu pour subir son traitement de beauté, l'émaillage. Elle me dit, la lueur de fierté qu'elle a surpris dans les yeux de ces rudes travailleurs, d'avoir accompli un travail bien fait. Heureuse, elle se voyait déjà recevant les caresses d'un corps féminin se délassant dans une eau tiède et mousseuse. Attendrie, elle me parlait de jeunes enfants qui se baigneraient dans son sein en s'amusant. Et puis, mes yeux ont vu. D'un coup, tous les rêves de ma pauvre amie se sont effondrés. Tant d'heures de travail harassant perdues. Pauvre baignoire, finir ainsi. Et combien vas-tu coûter? Pour payer, Monsieur de Lozeille va encore glaner dans vos caisses au détriment de tous. Et que doit dire le client? Tiens, des manœuvres maintenant? Oh, attention. Quoi, va-t-on nous lancer au risque de nous briser les reins? Non, doucement. À toucher. Ah, vraiment sympathique ce garçon. Comme des voyageurs de marque, parfaitement, on nous mène à quai avec la machine. Et voilà. Que ne fait-on partout pareil? Bientôt, nous repartons à la poursuite de notre destinée. Quel plaisir de rouler à travers tous les beaux paysages de France et de joindre l'utile à l'agréable. Rivières, villages et prairies défilent paisiblement sur l'écran bleu du ciel. Dans un décor sévère, ce sont maintenant les calmes et tranquilles canaux. Les mines dans la plaine. Avec leurs corons alignés au cordeau. Les grandes usines métallurgiques aux installations compliquées et voilées d'une éternelle fumée grise. Plus loin, sous un ciel d'orage, c'est une limpide rivière que l'on côtoie. Nous traversons aussi d'impressionnants pays et, bercés par la musique rythmée du train, nous nous laissons aller à une douce rêverie.
La nature et la musique, c'est bien joli, mais pour atteindre notre destination, bien des relais sont nécessaires. Et une gare de triage vue par un colis, c'est un spectacle passionnant. Tous ces wagons descendant doucement la butte et se dirigeant bien sagement vers les voies du faisceau sont une attraction bien amusante. Les trop pressés sont vite ralentis dans leur course par les mâchoires d'acier du rail-frein. Plus loin, c'est un véritable match qui commence. Farouche gardien de but, l'enrayeur, armé d'un sabot frein, semble dire « on ne passe pas ». Et la partie commence. Oh là là, quel imprudent! Mais il oublie qu'on n'a qu'une peau, comme dit notre métier. Et le bon pépère se laisse gentiment rouler sur la pente douce de la butte. Tiens, notre enrayeur ne va pas à la 16. Ah, un sabot coincé. Oh, il a encore le temps, mais qu'il fasse vite. Allons, vite! Vite! Mais vite, voyons! Ah, il va arriver trop tard. Oh, que je n'aime pas voir ça. Pauvre bon gros, il se vide rapidement. En voilà des chopines perdues. Et comme un malheur ne va jamais seul, quel gâchis dans le wagon tamponné. Que de blessés ou mutilés parmi nous. Ah, du joli travail en vérité. Quant au baromètre des primes, durement affecté par la tension de l'atmosphère du triage, il se met tout de suite à baisser. Et au guichet de l'inévitable monsieur Deloseille, le non moins inévitable client furieux. Il a raison, ce monsieur. C'est du pinard qu'il attendait, et non de l'argent. Mais il n'y a pas que des incidents malheureux au cours du voyage. Ainsi le soir, quand vous êtes parti, que la nuit tombe et que le calme a remplacé les bruyants échos de la halle. Nous nous retrouvons entre nous. Et souvent, dans le silence, monte comme un murmure notre complainte préférée. Colis, chantons mes frères, adressons au ciel des prières, pour qu'au cours de notre voyage, on ne nous cause aucun dommage. Messieurs cheminots, veillez sur nous, comme si nous étions à vous. Qu'au moment de l'expédition, avec la plus grande attention, on nous pèse, on nous examine, sans trop se fier à notre mine. Messieurs cheminots, veillez sur nous, comme si nous étions à vous. Qu'à l'heure des manutentions, on nous traite avec précaution, que pour nous les mains soient habiles. Hélas, nous sommes si fragiles, messieurs cheminots, veillez sur nous, comme si nous étions à vous. Qu'on soigne notre installation en nous chargeant dans le wagon, qu'on nous cajole, qu'on nous dorlote, qu'au besoin on nous emmaillote. Messieurs cheminots, veillez sur nous,
comme si nous étions à vous. Que chacune des gares de triage surveille avec soin l'enrayage, traitant toujours avec douceur vide complet et collecteurs. Messieurs cheminots, veillez sur nous comme si nous étions à vous. L'employé des réclamations réduit, bravo, à l'inaction, devra trouver pour son argent un emploi plus intéressant. Messieurs cheminots, soyez gentils, faites ça pour nous, pour vous aussi. Eh bien, êtes-vous convaincu maintenant que les colis ont une vie? En effet, nous avons compris et nous vous en remercions. Mais oui, je sais. Pensez seulement que pour la plupart d'entre nous, le voyage que nous faisons est souvent le premier et le dernier. Alors, faites-nous faire un bon voyage. La nuit a été calme. 320 000 colis seulement ont été transportés. Acheminés, disent les spécialistes. La nuit est propice aux échanges. À tous les échanges. Mais à Paris-Chevaleret, la marée de Boulogne n'a pas le temps de flirter avec le champagne de Reims ou la bonneterie de Troyes. La nuit a été sereine et les rencontres brèves. À Saint-Pierre-des-Corps, le wagon de chaussures de Cholet n'a pas attendu l'aube pour se séparer de celui qui contenait les biscuits de Nantes. Près de Bourges, les pièces détachées venues de Villers-Cotterêts ne se sont pas arrêtées pour sourire au camion où dormaient les vins du Beaujolais. Et ailleurs. À Villefranche, on s'éveille. À Nice, on fait un brin de toilette. À Tours, on s'inquiète. Allô? Le Cernam, ici l'hôpital Bretonneau. Est-ce que le colis du CEA est arrivé? Bien, j'appelle une ambulance, merci. Dans l'Estérel, la presse est pressée. Les vacanciers attendent leurs mots croisés et les informaticiens de Marseille leurs semi-conducteurs. Après les rencontres et les transports de la nuit, le moment est venu de la reconnaissance des colis. N'y voyez pas de malice, c'est un terme technique.
L'heure est donc venue des camionnettes aux roues agiles. Mais non, pas de lyrisme. Le Cernam est quotidiennement vôtre. Bonjour. Même lorsqu'il s'agit de livrer des hebdomadaires. Bonjour. Bonjour monsieur, je vous apporte du foie gras. Oui? Bon, j'arrive. Le grain de sable qui se glisse dans la mécanique la mieux huilée est un risque quotidien. Comme pour une maladie infectieuse, il faut identifier le virus et trouver le vaccin. C'est à sa racine qu'il faut traquer le mal. C'est chez l'expéditeur qu'il faut établir le diagnostic. C'est avec lui qu'il faut définir le traitement. On va partir du plateau, on s'aperçoit qu'il y a une avarie. Hein. Bon, on a utilisé un coin en polystyrène et le coin en polystyrène s'est tout effrité. C'est inadapté. Par contre, vous voyez là dans ce cas, le coin carton est beaucoup mieux adapté à votre produit. L'heure du Cernam. Enfin, l'heure convenue avec le destinataire, convenue et respectée. Respecter les temps, tenir les horaires, c'est aujourd'hui affaire de gestion. Les responsables de la VPC, la vente par correspondance, l'ont bien compris. Et avec eux, de nombreux industriels. C'est le Cernam qui gère leur stock et livre les destinataires au jour J et à l'heure H, choisie par eux. Même si pour cela, il faut se pendre au bout du fil. Allô? C'est toi? C'est toi, Roger? J'ai un scrap qui est en panne. La pièce neuve à Paris-Lyon dans 1 heure. Ton TGV, il met bien 3 heures. Alors tu me dépannes. Le Cernam croit aux valeurs sûres. Il propose le menu, mais aussi la carte, la confection et le sur-mesure. Les mesures, on les prend. La confection, on la livre. Prête à porter. Le TGV 807 à destination de Marseille et Montpellier va partir. Ce train dessert Valence, Avignon et Nîmes. On vous disait bien qu'il s'agissait d'une opération sur mesure. Mais oui, sur mesure. C'est un service sur mesure, élaboré d'un commun accord. C'est cela. Les lots pour une même région, un même jour, et nous vous assurons une livraison au domicile de vos destinataires selon vos désirs. Il vous est possible de prévoir, dans une plage horaire définie, le personnel nécessaire à la mise en stockage, la mise en réserve, en rayon de la marchandise et quelquefois même, si vous le désirez, avant l'ouverture du magasin. La bataille pour les prix, elle se gagne aussi avec l'informatique.
L'office du matin est terminé. La cathédrale est vide, prête à accueillir les fidèles du soir et leurs 320 000 colis. La journée bascule. Rue Saint-Denis, on enlève les vêtements. À Chinon, on met les bouchons. Électronique, parfum, vin, mécanique, confection, le menu est varié, la carte complète. Le service aussi. Pourquoi s'en cacher? Le Cernam, c'est la SNCF. Allez, allez, c'est la robe de mariage de Mademoiselle Bellemont. Service 610 Turbigo. Service 610 Turbigo. 610 Turbigo. Tapis 3. Tapis 3. L'imprévu, c'est au programme. Merci, à charge de revanche. Tous nos appareils sont rentrés à leur base. RAS. La nuit sera calme. Alors, un TGV postal, comment ça marche? Ben, vous en avez un ici, au Charolais, à Paris. Il vient d'arriver du sud-est. C'est l'intense activité. On est en train de vider la rame. Alors, première explication, c'est d'abord un TGV classique. Vous le reconnaissez, à son allure, 2 motrices, 8 voitures. C'est ces anciennes rames, vous savez, orange sud-est, qui ont été modifiées pour les adapter non plus au transport des voyageurs, mais au transport de fret. Alors ça a nécessité un certain nombre de modifications. Tenez, suivez-moi. Vous allez voir comment c'est fait à l'intérieur, c'est pas mal. Hein. D'abord, regardez, on a mis des renforts le long des parois, évidemment, pour protéger des chocs des chariots. Et puis, on a mis des portes beaucoup plus larges, des ouvrants glissants. Et puis, un petit détail, eh bien, les caoutchoucs des portes sont des caoutchoucs chauffants, parce que là, il fait -5 aujourd'hui. Et vous voyez, les gens sont obligés de travailler. Mais vous imaginez, quand une rame est garée à -10 degrés, des fois, les caoutchoucs, ils collent. On connaît ça, hein, Bruno, sur les voitures. Alors, allez, Bruno, à l'intérieur, regardez, on est en plein déchargement, vous voyez. On a enlevé les sièges des passagers, on a renforcé le plancher, parce que la charge maximale des chariots, allez-y, hein, messieurs, travaillez, c'est 10 tonnes. 10 tonnes, donc, de chariots. Vous voyez que tout est conditionné pour être sous forme uniquement de chariots. On n'empile plus des sacs postaux comme avant. Et le tout doit être fixé
c'est une règle impérative de sécurité, doit être fixée par des sangles pour éviter bien les mouvements parasites. Et puis, regardez le détail, c'est intéressant. Vous voyez? On peut aller d'un bout à l'autre de la rame pour le conducteur, parce que c'est un conducteur de la SNCF, d'un bout à l'autre de la rame, vous voyez, d'avoir une libre circulation entre les chariots. Et c'est ainsi tout au long des 8 voitures. Et pour vous donner une idée, eh bien, une rame TGV, chaque voiture emporte grosso modo 10 tonnes de fret postal, et l'ensemble de la rame, c'est 88 tonnes. Et vous comprenez donc pourquoi, dans période, disons, d'économie d'énergie, eh bien, il soit très rentable de développer ce type de transport. Allez, la visite continue. Et bien entendu, dès que la rame arrive à quai, eh bien, il faut grosso modo aller 40 minutes, une petite heure, pour tout décharger. Et tous ces chariots sont emmenés là-bas, dans un centre de prêterie, on va y jeter un coup d'œil, où attendent des camions qui vont les emmener dans d'autres centres de tri dans Paris. Combien y a-t-il de TGV comme ceux-là en service? 3 TGV postaux sont en service actuellement, sur la ligne Paris-Marseille. C'est le trafic le plus important. Le trafic postal sur cet axe représente 25% du trafic postal en entier. Ça circule essentiellement de nuit, de soirée, et elles assurent 2 allers-retours quotidiens vers les plateformes de Mâcon et Cavaillon, qui desservent les régions lyonnaises et méditerranéennes. Cet axe, c'est combien par rapport au trafic de l'ensemble de la Poste? Il est estimé à 25 à 30% du trafic de l'ensemble. Un quart, ça veut dire qu'un quart du trafic postal est sur cet axe Paris-Marseille. Exactement, tout à fait. Finalement, vous avez été les précurseurs dans la politique actuelle d'économie d'énergie, disons de développement durable. Vous étiez les précurseurs en lançant en confiant au TGV le transport de votre fret. Tout à fait. La Poste a lancé son premier TGV postal il y a plus d'une vingtaine d'années et va tenter de le développer à travers une filiale commune SNCF Poste. Oui, c'est un système qui est appelé à se développer, je dirais, en France, et puis on espère à l'international. Franchir les frontières. Exactement. En cours de transport étant souvent dû à un mauvais emballage, la SNCF a créé un laboratoire où l'on étudie scientifiquement le comportement des emballages. Ces 2 cagettes à salade, identiques à première vue, sont de solidité très différente. La première n'est pas munie de tasseaux d'angle en bois acier comme celle du dessous. Après avoir muni chaque emballage d'un couvercle, on les dispose l'un sur l'autre sur le plateau de la presse à cadran pour être soumis à une pression progressive constante. Les 2 emballages se déforment, mais la cagette supérieure, non munie de tasseaux d'angle, va s'écraser complètement alors que l'autre résistera. Cette autre machine, le tambour de choc, permet de réaliser des manutentions brutales, éprouvant successivement chaque face et chaque angle d'un colis. Ici, la caisse à éprouver est en carton et contient 12 bouteilles d'eau. Elle va subir 6 chutes à chaque tour du tambour, qui tourne à la vitesse de 2 tours par minute. Le
Le carton n'était pas de bonne qualité, la protection intérieure des bouteilles inefficace, la fermeture insuffisante. Le résultat est là, cet emballage en carton n'a pas résisté à 14 chutes. Que convient-il de faire pour avoir un bon emballage? Tout d'abord, éprouver la qualité du carton. On se sert pour cela de l'appareil Mullen, qui permet de mesurer avec précision la résistance du carton à l'éclatement. Des tables de comparaison permettent de déterminer dimension et poids maximum de la caisse confectionnée avec ce carton. On peut alors fabriquer un prototype de caisse à l'aide de cette machine. Après traçage et découpage, les pliures sont amorcées. Puis on fera les entailles qui vont libérer les rabats. La caisse est alors montée à l'aide de bandes gommées ou d'agrafes. Dans les manchons intérieurs, 12 bouteilles trouveront aisément leur place tout en étant bien serrées. La condition essentielle de réalisation d'un bon emballage est de supprimer les vides entre les divers objets afin d'éviter tout contact entre eux et tout flottement à l'intérieur de l'emballage. Cette petite cale de carton fait épaisseur et assure la continuité des rabats intérieurs qui, mis en place, sont collés au silicate de soude. Enfin, la pose des bandes gommées renforce considérablement la solidité du colis. Bien fixer la bande gommée est tout un art et demande une certaine habileté. C'est avec confiance que l'on soumet cette caisse à la terrible épreuve du tambour de choc. Le résultat est formel. Le colis est encore intact après 80 chutes. Nul doute que nous pourrons confier en toute sécurité à cet emballage des bouteilles de nos meilleurs vins, judicieusement calées, comme dans celui-ci, particulièrement soignées. Cette ampoule de verre aux formes bizarres est un élément d'émetteur de télévision. Sa valeur n'a d'égal que sa fragilité. Aussi faut-il lui préparer un lit douillet. Spécialement étudié pour sa délicate constitution, il est fait de bandes de carton souple sur lesquelles sont collées des pastilles de caoutchouc mousse. Mais cela ne suffit pas. Cette boîte est elle-même placée dans une autre boîte en carton ondulé double-double de haute résistance ou en carton compact à haute résistance, dont les parois sont doublées de dispositifs élastiques. Comme la télévision, la radio donne aussi beaucoup de soucis aux transporteurs. C'est pourquoi cette cage est munie intérieurement de ressorts amortisseurs de choc.
Sa forme de niche à chien lui évitera d'être placé sans dessus-dessous. Tout peut être emballé, oui, mais pas n'importe comment. Ce radiateur à gaz aura sa tenue de voyage bien à lui, taillée à sa mesure et calculée d'après ses particularités. C'est ainsi que pour chaque cas, tous les problèmes dans ce domaine peuvent être soumis aux techniciens du laboratoire général pour emballage qui trouveront une solution au mieux des intérêts de chacun. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous trouvons dans une gare où, pour la première fois devant les caméras, vont se dérouler les épreuves d'un jeu qui se pratique en fait en permanence, à toute heure du jour et de la nuit, dans la plupart des gares de la SNCF. Jeu qui consiste pour chaque joueur à se rendre d'un point à un autre au moyen d'un train de chariot tiré par un tracteur, et cela en évitant une série de pièges qui seront disposés sur son passage. Le décor, vous le connaissez, des quais, des voies, des passages que vont emprunter les joueurs. Chacun des joueurs, pendant son parcours, devra franchir une série d'obstacles. Obstacles qui peuvent apparaître à tout moment au cours du jeu, de façon imprévisible, impromptue. Il devra donc essayer d'éviter, vous l'avez bien compris, tout heurt avec les trains ou avec les voyageurs, de même que toute autre péripétie qui le ferait pénaliser ou disqualifier irrémédiablement. Faisons plus ample connaissance avec nos concurrents. Ah, rappelons pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec le jeu que chaque candidat est muni d'une série de parades dont il dispose à tout moment à son initiative. Le concurrent semble détendu, sûr de lui, il pénètre dans un bureau. Dites-moi donc, que fait-il exactement? Eh bien, il va prendre possession de son véhicule en remplissant son carnet de bord pour s'assurer que tout est en ordre. Voici notre deuxième concurrent. Il semble pressé d'en découdre, si je peux me permettre cette expression. Et ma clé? Qui c'est qui m'a pris ma clé? Je l'avais laissée dessus. Salut Serge, c'est pas toi qui l'as prise au moins? Non, non. Elle est pas au tableau? Non, non, il n'y a pas. Bah alors? Eh bien, il semblerait qu'avant même que la partie soit commencée, nous assistions à un premier incident. Voici un des concurrents sans véhicule. Non! Il vient d'en trouver un autre.
Je suppose que les spectateurs ont eu comme moi le temps de lire la pancarte, mais ne disons rien, laissons le jeu se poursuivre. Cette fois, c'est parti. Un des concurrents a déjà pris le départ. L'autre semble attardé. Que fait-il? Mais oui, il utilise un de ses jokers. C'est extraordinaire, la partie est à peine commencée que ce concurrent fait intervenir ses parades. Et c'est très bien joué, puisque ces jokers restent à la disposition du joueur et qu'il peut les utiliser autant de fois qu'il le désire. Dis donc, c'est pour les 4007 ? Notre deuxième concurrent paraît extrêmement motivé. Il semble qu'il ait pris une sérieuse avance. Oui, mais rappelons qu'il ne s'agit pas d'une course de vitesse et que l'important est d'arriver à bon port sans incident. Nous revenons à notre premier candidat qui se trouve déjà sur la rampe donnant accès au quai. Attention, le passage est obstrué. Et que se passe-t-il? Trop tard. Le jeu vient à peine de commencer et c'est déjà l'accident. Qu'est-il arrivé? Le ralenti va peut-être nous l'apprendre. Il ne semble pas que le conducteur ait commis une faute de conduite. Je pense plutôt à un incident technique. Oui, en effet, on le voit bien freiner et le tracteur continue sa course. Mais le jeu se poursuit. Notre concurrent malheureux ne paraît pas trop affecté par son aventure. Il s'approche d'un passage de voie, il négocie son virage et s'engage franchement. Attention, une carte est retournée. Que représente-t-elle? L'arrivée d'un train. Oui, effectivement, un train vient d'apparaître dans la courbe. Il roule vite, le convoi de chariots est déjà engagé, le mécanicien de la machine a vu le danger, mais il ne peut rien faire. Il lui est impossible d'arrêter à temps la masse de son convoi. Aura-t-il le temps de passer? Le train se rapproche de plus en plus, le train est là. Ouf! Il a réussi. Vraiment, nous ne comprenons pas l'attitude de ce concurrent qui s'est laissé surprendre par l'arrivée du train. Qu'est-ce qu'il y a eu à votre avis? C'est difficile à dire. Je pense que tout simplement, il n'a pas vu le train arriver, ce qui ne me surprendrait pas, puisqu'il n'a pas marqué le temps d'arrêt qui lui aurait permis une bonne observation. Oui, on vient de le voir avec cet autre concurrent qui, lui, s'est arrêté avant de franchir la voie. Pour en venir à l'autre concurrent, on peut également penser qu'il a vu le train et qu'il a estimé qu'il avait le temps de passer. De toute façon, son estimation était fausse, puisqu'il a failli causer un grave accident. Je vous interromps parce que le train est à l'arrêt sur le quai et que notre concurrent n'a pas la visibilité. Que peut-il faire? Là, il va faire appel à un aide. Oui, en fonction des règlements propres à chaque gare, il est prévu de se faire accompagner par un pilote. Dans ce cas, par exemple, mais aussi en cas d'intempérie. Forte pluie, brouillard... D'ailleurs, aujourd'hui, les passages sont équipés de signaux sonores ou visuels. Mais le conducteur doit néanmoins faire preuve de vigilance parce que certains mouvements ne sont pas signalés. Effectivement, à l'extinction du rouge, ce concurrent vérifie bien que la voie est libre, il s'engage. Attention, des colis sont tombés, il s'en est aperçu, il stoppe en plein milieu, c'est extrêmement dangereux. Que se passerait-il si un train survenait à ce moment? Aïe, une carte est retournée, que représente-t-elle? Rien. Ouf! Le concurrent s'en tire à bon compte. Oui, même si l'on a bien vérifié le chargement, un colis peut tomber. Mais il faut toujours dégager le convoi du passage. Dans tous les cas, il vaut mieux perdre une valise que de créer un accident plus grave. Mais il faut ajouter que si ce conducteur continue à rouler aussi brusquement, l'incident risque de se reproduire plus d'une fois. Je crois qu'il vous a entendu. Cette fois-ci, il conduit prudemment. Oui, mais beaucoup trop.
Il prend bien trop de temps. En plus, son attention est accaparée par son chargement, et là, il est particulièrement vulnérable. Attention, effectivement un train vient d'apparaître, le conducteur lui vient de s'en apercevoir, il accélère pour dégager le passage et c'est la catastrophe. La partie a repris, nos deux concurrents sont sur les quais de voyageurs. Ces quais sont maintenant noirs de monde. Le conducteur a ralenti. Il paraît extrêmement difficile d'évoluer dans ces conditions. Les voyageurs se rangent avec plus ou moins de bonne volonté. Mais l'autre concurrent, lui, est en train d'accomplir un exploit. Il effectue un véritable slalom autour des gens et des bagages. Il prend des risques énormes. À cette vitesse, il n'aura pas le temps de réagir devant un incident. D'autant plus que dans le brouhaha de la gare, les voyageurs ne l'entendent pas arriver. Il prend de plus en plus de risques. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est un festival époustouflant d'erreurs que nous assistons. Il n'y a plus un instant de répit, c'est très étonnant. Un rétrécissement et le train est en marche. Mesdames et messieurs, j'en perds la voix. Le conducteur poursuit néanmoins sa route et ça y est, ce qui devait arriver est arrivé. Lorsque l'espace est trop restreint le long du quai, on ne doit pas évoluer lorsqu'un train est en mouvement. On vient d'ailleurs d'en avoir la démonstration. Il faut bien avoir toujours à l'esprit qu'il faut être maître du convoi, du tracteur, jusqu'au dernier chariot. Vite, le train va le prévenir. Seigneur, on peut dire que votre avertissement n'aura pas été entendu. C'est à nouveau un accident. Mais une fois de plus, attention, mesdames et messieurs, un train vient d'apparaître. Dis donc, les gars, à quoi vous jouez? C'en est trop pour notre concurrent, et oui, il abandonne la partie. Je joue plus, moi. Il n'est pas rigolo, ce jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Ce jeu n'existe que dans ta tête. Dans une telle adversité, les mots manquent. Pour décrire l'immense désarroi qui règne sur le quai, je vous laisse regarder en silence.